je suis maître de conférence dans la même université, désormais, évidemment, à Sorbonne Université, une faculté des lettres, avec une spécialité au départ de l'histoire de l'industrie, et puis progressivement, donc notamment de l'industrie électrique, et progressivement, je suis passé à l'histoire de l'énergie, travaillant aujourd'hui beaucoup sur l'histoire des consommateurs d'énergie et leur relation avec les entreprises, notamment en France. Ici, ma présentation d'à peu près 20 minutes sera donc relativement brève pour retracer toute cette historique des énergies renouvelables, évidemment. Il faut bien évidemment, dans cette interrogation historique d'un historien, s'interroger d'abord sur la catégorie des énergies renouvelables, car avant d'être renouvelables, les énergies dont on parle et qui font, comme vous l'avez rappelé en introduction, aujourd'hui promettre des futurs radieux, ces énergies ont parfois déjà été envisagées. Alors, vous connaissez l'hydroélectricité avec la thématique de la houille blanche, mais juste d'ailleurs une précision, Aristide Bergès, en 1889, lorsqu'il emploie l'expression houille blanche, il se fonde sur ses propres utilisations industrielles de l'eau, de la force de l'eau, dans les Alpes, à côté de Grenoble, pour faire fonctionner ces papeteries. Et à l'époque, d'ailleurs, c'est la simple force de l'eau, c'est de l'hydromécanique. Au tout départ, ce n'est pas de l'hydroélectricité, c'est de l'hydromécanique avec des conduites forcées actionnant des turbines mécaniques. Les autres énergies, éoliennes, solaires, bien évidemment, étaient présentes avant ces dernières années. J'ai ici mentionné simplement un congrès du vent qui a lieu à Carcassonne juste après la Seconde Guerre mondiale, avec justement les utilisations possibles de l'énergie éolienne. La houille d'or étant, pour les années 60, le livre de référence de Marcel Béraud, l'un des chercheurs du CNRS sur l'énergie solaire, étant justement des travaux pionniers dans l'utilisation de l'énergie solaire. Et d'ailleurs, une des expressions qui est employée pour ces années, les années 1920, les années 1930, c'est l'arc-en-ciel des houilles. La houille noire, le charbon, la houille blanche, l'hydroélectricité, la houille bleue, l'énergie marine, la houille d'or, l'énergie solaire, la houille azur, l'énergie éolienne. Très peu érotique, un bel arc-en-ciel. Annelle Marek, qui est actuellement à Nantes, fait sa thèse sur justement l'élaboration d'un discours sur ce type d'énergie. Mais au bout du compte, il y a assez peu de réalisations industrielles. Beaucoup d'expérimentations, des discours, des projets, et assez peu de véritables réalisations. Et d'ailleurs, lorsque commencent des réalisations un petit peu plus ambitieuses, on l'évoquera tout à l'heure, on arrive au fait ici au milieu des années 1970 et on n'appelle pas ces énergies encore des énergies renouvelables, mais des énergies nouvelles. En 1974, suite au choc pétrolier, en France a été créée une délégation générale aux énergies nouvelles, pilotée par Jean-Claude Colly à l'époque. Et donc, ce terme même d'énergie nouvelle par rapport à énergie renouvelable est ici intéressant. Il s'agit bien de construire un nouveau futur, une nouvelle modernité avec ces nouvelles sources d'énergie, mais on ne met pas encore en avant leur caractère renouvelable. Parce que, même si le rapport du Club de Rome a déjà été publié, la question de l'épuisement des ressources, et a fortiori la question du réchauffement climatique, ne structure pas encore le discours sur l'énergie. On parle d'économie d'énergie, mais pour gagner de l'argent, pour éviter de trop dépenser d'argent, et on parle d'énergie nouvelle pour construire le futur. Mais on n'est pas tout à fait, on dirait, dans le paradigme actuel. Il en est cours d'élaboration, mais pas véritable. Donc tout ceci nous conduit à avancer à interroger ce terme de renouvelable et à avancer un petit peu en disant que moi je vais bien sûr utiliser ce terme d'énergie renouvelable pour parler de périodes où le terme n'était pas encore usité. Alors comment, dans une grande histoire de l'énergie, envisager ces énergies renouvelables? Vous avez ici un graphique assez classique que l'on retrouve dans un bon nombre de publications, notamment chez l'historien Vaclav Smil, où vous avez la répartition de l'énergie primaire à l'échelle mondiale en fonction des sources d'énergie. Et donc on voit bien sûr, en vert, la croissance de la biomasse, et en violet, les énergies renouvelables qui peinent à véritablement décoller avant les années 2005, en fait plutôt 2010, 2015. Et avec cette phase, le charbon, le pétrole.
Ceci ici pour dire, quand on parle d'énergie renouvelable en histoire, de quelles énergies renouvelables parle-t-on? Est-ce que l'on parle finalement de ces énergies d'avant la période industrielle, qui ont existé, bien sûr, des utilisations de l'énergie solaire pour désaliniser l'eau de mer, ou pour faire même un traitement de sel au Chili, il y a des utilisations industrielles de l'énergie solaire. L'énergie éolienne, évidemment, vous connaissez tous les moulins, bien sûr. Bien évidemment, vous comprenez, on parle aujourd'hui principalement des énergies renouvelables modernes, mais en faisant référence presque systématiquement à ces énergies pré-industrielles. Soit pour se donner une généalogie, donc il y a aussi une construction discursive autour de cette perspective, soit pour, comme ça, se replacer dans un temps long, soit aussi pour mettre en avant la distinction entre énergie renouvelable high-tech et énergie renouvelable low-tech, et en disant que notamment ce low-tech, faible investissement dans les dispositifs modernes de recherche et d'industrialisation, eh bien, ça a permis de développer l'humanité pendant plusieurs millénaires. Donc, énergie renouvelable, le terme même d'ailleurs n'est pas toujours évident. Je ne développe pas outre mesure, mais en gros ici on voit bien qu'il y a également souvent ou parfois un débat qui est-ce que le capitalisme est forcément un capitalisme fossile, et est-ce que c'est le capitalisme qui a détruit la nature et l'utilisation des énergies renouvelables? Voilà. C'est un vrai débat de fond, évidemment avec des applications politiques actuelles, qui nourrit le débat actuel, mais qui est aussi un débat chez les historiens, avec plutôt les années 1750 et comme étant le point d'inflexion. Et je termine sur cette idée qu'il peut y avoir des phases d'industrialisation sans utilisation d'énergie fossile. La France a connu son industrialisation au 19e, bien sûr en utilisant du charbon, c'est vrai. Mais l'essentiel de l'industrialisation française, c'est fait par l'utilisation de l'eau, la force de l'eau. D'après la thèse de Serge Benoît, qui date il y a pas mal d'années maintenant, mais qui sert toujours de travail de référence qui est extrêmement précis. Donc, ça n'empêche pas l'utilisation du charbon, on est bien d'accord. Mais les débats et les indices historiques permettent aussi de nuancer largement ces présupposés. Avec ce schéma, on voit qu'on ne peut comprendre ou envisager une perspective historique pour les énergies renouvelables qu'en les replaçant dans leur rapport aux autres sources d'énergie. C'est-à-dire que faire une histoire des énergies renouvelables qui serait centrée uniquement sur la filière solaire, la filière éolienne, c'est perdre une partie de la compréhension. Parce que, eh bien, ces énergies doivent s'imposer, sont en situation de concurrence, complémentarité parfois, mais concurrence aussi, et s'imposer les unes par rapport aux autres. Aussi parce qu'il y a ce que montre cette illustration, le poids, la prégnance des mix énergétiques établis, des schémas établis, pour le cas de la France, bien évidemment, cette grande question, est-ce que le nucléaire, le poids du nucléaire en France, a limité, tué, empêché le développement des utilisations de l'énergie solaire dans les années 70, les années 80, les années 90, voire même éventuellement plus récemment. Donc, on ne peut comprendre l'histoire de l'énergie solaire que si on la prend en France, que si on la replace aussi dans ses rapports au nucléaire. Et là, sur ce sujet-là, d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant parce que l'on voit que dans des institutions françaises, mais aussi des institutions européennes, nucléaire et énergie solaire ont souvent été liés dans les années 70. Aujourd'hui, vous le savez, il y a ce commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. C'est exactement la dénomination de l'agence italienne de la recherche au début des années 1980. Agence Centre National de l'énergie atomique et des énergies alternatives. Et les centres de recherche construits par la Commission européenne aux Pays-Bas et en Italie à la fin des années 1970 autour de l'énergie nucléaire sont aussi ceux qui vont abriter les programmes de recherche sur l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Et il y a des parcours de chercheurs qui passent du nucléaire au solaire, ou qui font les deux en parallèle, notamment dans le pilotage.
ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir concurrence entre ces deux énergies, on est d'accord, hein. L'aspect politique ou technopolitique reste fort. Mais dans des trajectoires de recherche, c'est aussi beaucoup plus compliqué. Et donc dans ce rapport des énergies renouvelables aux autres énergies, ce n'est pas simplement qui veut la peau des énergies renouvelables. C'est aussi comment des institutions et des politiques publiques, mais des chercheurs travaillant dans le domaine de l'énergie nucléaire, mais aussi pourquoi pas dans le charbon ou le pétrole, se sont intéressés aux énergies renouvelables. Est-on dans une phase d'émergence, de réémergence des énergies renouvelables? Alors là, c'est le schéma de Smith, qui vise à dire, voilà, après tout, il y a eu le temps du charbon, le temps du pétrole, le temps du gaz naturel, et on est au tout début du temps des énergies renouvelables modernes. Alors, pour l'historien, ceci pose un vrai problème qui est un peu de la théologie, c'est-à-dire que ce semble évident, presque comme un élève de maternelle, de tracer la courbe ascendante. C'est bien une évidence qu'il faut combattre. Ce qui est intéressant dans ce type de schéma, c'est malgré tout le moment où les énergies ou une source d'énergie commence à avoir une masse critique, une taille critique suffisante pour peser dans la production, dans les filières industrielles. Ici, ce qui est également intéressant, c'est de prendre la date de 2012. C'est-à-dire que généralement, dans le discours sur l'histoire des énergies renouvelables, on considère le choc pétrolier, enfin les chocs pétroliers, 1973 et 1979, comme étant les déclencheurs des recherches sur les énergies renouvelables. C'est vrai. Il y a des choses avant, j'en vais rentrer une ou deux. Il y a aussi la notion de masse critique, de taille critique, qui est beaucoup plus récente, les années 2010 environ, pour saisir un moment de décollage véritablement de ces énergies. D'ailleurs, on pourrait dire quelle date prendre pour le début de l'utilisation de l'énergie éolienne pour produire de l'électricité. Alors vous avez la grande éolienne de Charles Brush aux États-Unis en 1888, qui produit de l'électricité. Premier appareil vraiment de grande dimension. Mais il y a aussi énormément de bricoleurs, énormément d'expérimentation. Ici, c'est une éolienne Hercule, mais en Allemagne, à côté de Dresde en 1913, qui est une éolienne qui produit de l'électricité pour une ferme, donc pour un habitat rural dispersé. On est tout à fait dans les thématiques actuelles, décentralisation. Il y a au Danemark également, dans ces années, avant la Première Guerre mondiale, un véritable plan de production d'électricité à partir de l'énergie éolienne. Mais en réalité, ça ne va pas déboucher sur grand-chose. C'est-à-dire que avec les raccordements des fermes et des habitats isolés au réseau électrique, progressivement, toutes ces installations vont être démantelées. Au profit donc de la logique centralisée. Alors, des temporalités, des rythmes, c'est vraiment le propre de l'historien. Quand est-ce que ça commence? À quel rythme? À quelle vitesse? Comment ça s'est imposé? Et c'est bien ce que j'ai jusqu'à présent essayé d'évoquer. Mais ce qui intéresse également l'historien, c'est de voir qui porte les énergies renouvelables. Il y a une diversité d'acteurs. Alors, bien sûr, des chercheurs, des scientifiques, des laboratoires, avec plus ou moins associés à des entreprises. Là, je n'ai mentionné que deux sur les énergies solaires. Félix Pond, qui est assez connu, qui avait créé à Meudon un laboratoire sur l'énergie solaire, récupérant un ancien miroir de la DCA de la Seconde Guerre mondiale, donc c'est allemande. Et lui, en fait, il travaille dans la physique la chimie des matériaux, et il cherche à obtenir des températures, des très hautes températures relativement stables. D'où les fours solaires construits à Meudon, Montlouis, et puis ici le grand four solaire d'Odeillon. À noter que ce four solaire a aussi, de façon totalement expérimentale, servi à produire de l'électricité. Mais sa construction, c'est bien un instrument de recherche, un instrument de chimie. Pas du tout un instrument énergétique. Il y a une confusion totale dans le grand public sur ce type d'instrument, mais on voit bien aussi les passerelles qui peuvent être faites. Et ici, vous avez à l'inverse un des scientifiques des Red Labs, donc aux États-Unis, laboratoire autour des cellules photoélectriques qui vont être utilisées par la NASA pour les satellites, avec cette idée que la photoélectricité va d'abord être utilisée dans l'espace avant d'avoir des applications sur Terre. Il y aura des tentatives de postes radio fonctionnant à cellules photoélectriques qui seront commercialisées
dans les années 60, mais qui ne marcheront jamais véritablement très bien. Donc, ça, c'est une catégorie d'acteurs relativement évidente, logique, celle de scientifiques, de programmes de recherche, de financement public et ou privé. Dans les énergies renouvelables, il y a aussi, bien sûr, des acteurs associatifs, avec une dimension politique. Le mouvement antinucléaire a été, bien sûr, un grand moteur pour les énergies renouvelables, pour la popularisation, pour porter discours, pour faire des expériences. Alors ça peut être aussi bien d'ailleurs Reiser, une affiche pour l'association Les Amis de la Terre, mais Reiser lui-même construisant, enfin bricolant dans les Pyrénées une maison à peu près autonome dans les années 70. Des périodiques, vertes, il y a un non nucléaire, d'autres énergies pour la vie. On voit bien cette association d'énergie marine, solaire et éolienne dans cet autocollant de la fin des années 70, début des années 1980 pour celui-ci. Si je mentionne ces associations, c'est parce qu'ils vont sensibiliser l'opinion publique, parce qu'ils vont porter un discours dans les médias, parce qu'ils vont accompagner une prise de conscience. En revanche, ces acteurs-là sont relativement peu influents dans les réalisations concrètes, l'industrialisation, le passage à une véritable utilisation massive de ces énergies. Et c'est là qu'on va voir très tôt apparaître les grands acteurs industriels, et pour prendre le cas de la France, eh bien, Total, Gaz de France, Engie, EDF, qui vont aussi investir et s'investir dans les énergies renouvelables. Total, ici, même le vent nous intéresse sur les énergies éoliennes, mais Total va également subventionner et développer l'utilisation de l'énergie solaire en Afrique, au Kenya, de façon relativement précoce dans ces années 1978-1979. Framatome et surtout le CEA va avoir un programme de maisons solaires en Polynésie française au début des années 1980, etc. C'est malgré tout, donc, ceci pour dire que ces industriels-là sont aussi des acteurs des énergies renouvelables avec une vraie durée. Bien sûr, c'est du côté d'EDF que l'on va trouver le plus de réalisations. Je passe assez vite. Vous connaissez peut-être probablement la centrale Thémis, qui était cette centrale solaire à concentration à côté de Perpignan, à Carcassonne, qui est le fruit d'une collaboration entre le CNRS et EDF. Donc une centrale solaire expérimentale à Tours, inaugurée en 1983, arrêtée en 1986, notamment parce qu'elle consommait plus d'énergie qu'elle n'en produisait. Donc, on voit là aussi une des questions qui s'est posée pour les énergies renouvelables dans ces années-là, c'est est-ce que le modèle centralisé des grandes centrales à charbon, hydroélectrique, nucléaire, solaire, le modèle centralisé était le bon, et en tout cas c'était le schéma pour développer les énergies renouvelables. Les technologies de l'époque n'ont-elles pas conduit à certaines impasses, etc. Il y avait d'autres types d'expérimentations, des maisons solaires au Havre, je passe vite parce que je vais déborder le temps, des éoliennes également expérimentées par la direction des études et recherches d'EDF dans les années 50, de nouveau dans les années 70. Bien sûr, le barrage de la France, qui a longtemps fait figure de symbole de ces énergies nouvelles d'ailleurs en France. Donc, différents acteurs, des chercheurs, une société civile, des mouvements associatifs, politiques et bien sûr des entreprises. Et enfin, je voudrais terminer par un point sur, finalement, à quelle échelle faut-il se placer pour envisager cette histoire des énergies renouvelables. Il y a certaines évidences, qui peuvent être des réalisations locales, bien sûr, mais il y a aussi des réalisations internationales, voire mondiales. Et ici, on retrouve par exemple la conférence de l'UNESCO à New Delhi en 1954 sur l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Alors, pourquoi est-ce que je la mentionne? Parce qu'il ne s'agit pas tellement d'utiliser l'énergie solaire et l'énergie éolienne pour les sociétés industrialisées, même s'il y a 2-3 discours qui l'évoquent, mais surtout pour les zones arides. Et on va avoir finalement les colonies européennes, ou les États qui ensuite vont être les États d'Afrique, qui vont être de véritables laboratoires des énergies renouvelables, avant d'avoir un retour de ces technologies dans les sociétés industrialisées dans les années 1990-2000.
association américaine. La Comtesse, je le mentionne parce que c'était à partir de l'université d'Alger, à l'époque encore département français, et ensuite ça s'est poursuivi. Une coopération méditerranéenne sur l'énergie solaire. Israël, Grèce, donc France, Italie, Turquie, je crois. Et bien sûr ensuite la Commission européenne qui, à partir du choc pétrolier, va mener ses propres programmes de recherche. L'un des plus connus étant le programme Altener en 1991, programme d'introduction de développement des énergies éoliennes en Europe. Je le mentionne aussi, on pourrait, simplement par rapport au débat actuel, est-ce que c'est à l'Europe de porter les énergies renouvelables, de fixer un cadre européen pour développer les énergies renouvelables? Pourquoi pas? L'Europe a essayé de le faire, et il y a eu aussi une centrale solaire européenne installée en Sicile, sur le même principe que la centrale Thémis, centrale Tours, mais coopération ici italienne, française, allemande, financée à 50% par la Commission européenne, et qui, comme la centrale française, a été arrêtée au bout de 4 ans pour les mêmes raisons, donc à savoir une absence de production viable. Finalement, lorsque l'on regarde cette émergence, cette réémergence des énergies renouvelables, l'un des succès qui vient à peu près toujours dans le débat, c'est celui du Danemark et des éoliennes. Et là, que nous enseigne cet exemple? Eh bien, c'est qu'il y a ici une coopération, une éolienne expérimentale au sein de l'université de Tvind, un peu du bricolage en 1978 pour mettre au point une petite éolienne qui produit de l'électricité. Mais c'est ensuite l'entreprise Vestas, qui était une entreprise de grue mécanique en pleine crise industrielle, qui cherche une reconversion et qui va s'emparer finalement de cette technologie des éoliennes comme véritable pari et réussir par des marchés au Danemark, par des marchés aux États-Unis, à finalement à la fois avoir des commandes et donc pouvoir réinvestir une partie évidemment de ces bénéfices dans la recherche, le développement et l'amélioration des éoliennes. Ceci pour dire aussi que là, on est donc du coup dans une trajectoire qui n'est pas une trajectoire de politique publique. On n'est même pas dans une trajectoire d'incitation, on est dans une trajectoire de marché, d'entreprise privée, de pari sur la technologie. Et ceci, par rapport aux énergies renouvelables et au débat actuel, pose évidemment la question de savoir quels sont les outils pour développer ces énergies renouvelables. Qu'est-ce qui leur permet d'accéder à un cadre pérenne. Et je termine sur deux idées autour des apports de l'histoire des énergies renouvelables, ce que peut apporter l'histoire au débat actuel. Je pense que le premier apport, c'est celui des temporalités, c'est celui des rythmes, c'est celui d'identifier, vous avez vu un peu ce type d'acteurs, chacun avec sa logique. Les énergies renouvelables ont leur rythme propre, qu'il faut replacer avec les institutions et avec les autres énergies, choc pétrolier notamment, par exemple. Et le second point sur lequel je tiens particulièrement, c'est, vous l'avez vu, que je n'ai pas, je ne pense pas citer un seul chiffre, ou des dates, et c'est donc au fait de ne pas envisager l'énergie seulement comme une mesure physique, mais d'envisager l'énergie également dans ses relations sociales, dans des configurations d'acteurs, dans des organisations entre États, entreprises, sociétés, et que l'histoire de l'énergie, ce n'est pas simplement une histoire des mesures physiques. Elle est indispensable, elle est utile évidemment, mais c'est bien plus que ça, c'est aussi autre chose, ce sont aussi des relations sociales, c'est ce qui fait, à mon avis, évidemment, tout l'intérêt des débats sur les énergies renouvelables aujourd'hui. J'ai une petite bibliographie pour terminer avec des références que vous connaissez probablement. Je vous remercie pour votre attention.